Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Rhumato, le podcast de la Société française de rhumatologie. Aujourd'hui, nous abordons un thème transversal, mais qui concerne directement les rhumatologues dans leur pratique quotidienne, l'hyperparathyroïde primitive. Cette affection peut en effet se manifester par des douleurs osseuses, une ostéoporose, voire des fractures. Pour discuter du moment optimal pour opérer, de la démarche diagnostique à la prise en charge, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Sébastien Gaujou, chirurgien endocrinien. Bonjour professeur. Bonjour. En tant que chirurgien, qu'attendez-vous comme bilan minimal de la part du rhumatologue avant d'envisager une prise en charge chirurgicale ? Alors, je crois que c'est une question qui est extrêmement importante et qui d'abord reflète la relation qu'il doit y avoir entre le chirurgien et le rhumatologue dans la prise en charge de ces patients. Et très clairement, je pense qu'il faut le dire, même si ça peut paraître évident, le chirurgien n'a bien entendu pas toutes les compétences pour prendre en charge de façon isolée ce patient. Et je pense que qu'est-ce qu'on attend avant tout du rhumatologue? C'est bien entendu un diagnostic positif qui est parfois évident mais qui a aussi un certain nombre de subtilités que les rhumatologues connaissent bien mieux que nous, les formes familiales, les formes normocalcémiques. Donc, préciser et être certain du diagnostic positif, étudier quel peut être le retentissement de cette hyperparathyroïdisme sur ces différents organes cibles, en particulier le rein, mais plus souvent l'os, qui est très souvent ce par quoi le patient entre dans sa maladie via la rhumatologie et ensuite, une fois que le diagnostic positif est posé, que le diagnostic du retentissement est lui-même posé, il faut à ce moment-là poser ensemble les indications. Une fois le diagnostic posé, quelles sont aujourd'hui les indications opératoires dans l'hyperparathyroïdie primitive ? Ont-elles évolué ces dernières années ? Elles ont évolué, oui, elles évoluent au fur et à mesure qu'on affine nos connaissances, mais elles se sont affinées et évoluées récemment, fixées, en tout cas gravées dans le marbre par un consensus publié en 2024. Je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans toutes les spécificités de ce consensus et en particulier détailler toutes les indications. On rappelle que les modalités thérapeutiques de la prise en charge des hyperparathyroïdies primitives sont chirurgicales en priorité, bien sûr en l'absence de contre-indication, après préparation à l'intervention et aujourd'hui après un bilan de localisation. Globalement, soit l'hyperparathyroïdie est symptomatique et l'indication est formelle, soit elle est asymptomatique et on peut à ce moment-là retenir des indications sur des éventuellement fracturaires ou un T-score ABC à l'ostéodensitométrie sur n'importe quel site, sur des coliques néphrétiques ou de la néphrocalcinose, sur un début de filtration glomérulaire alpha ABC, sur une calciurie des 24 heures augmentée, sur une calcémie dosée à plus de 0,25 millimoles au-dessus de la valeur normale haute, mais aussi en fonction de l'âge, de façon formelle avant 50 ans, mais adaptée aussi à l'état général du patient jusqu'à 70 ans, en fonction de son espérance de vie. Concrètement, quelles sont les suites opératoires et la surveillance à mettre en place chez ces patients ? Alors, les suites opératoires, elles sont simples. Elles sont relativement simples quand l'indication est bien posée. Et on rappelle là qu'aujourd'hui, on opère ces patients qu'après un bilan de localisation, échographie, scintigraphie MIBI ou échographie PET à la colline et éventuellement canner cervical injecté. C'est vrai que c'est souvent le chirurgien qui a l'habitude de prescrire ces examens. L'échographie étant un examen opérateur dépendant, on aime bien adresser ces patients à nos correspondants avec lesquels on a l'habitude de travailler. Mais si j'en reviens à votre question, quand sont les suites opératoires? Elles sont dans l'immense majorité des cas extrêmement simples. Lorsqu'il y a une concordance échoscintigraphie ou échocolline et qu'on a un abord unilatéral, ces patients sont opérés en ambulatoire, sortent le même jour avec des douleurs que finalement ce qui s'apparente à une angine avec finalement un arrêt de travail relativement court. Lorsqu'on est sur une exploration bilatérale, les douleurs sont
à peine plus importante, avec la nécessité d'une nuit d'hospitalisation, les patients rentrant habituellement le jour même. La morbidité est extrêmement faible, le taux d'hématome cervical est extrêmement faible, beaucoup plus faible qu'en chirurgie thyroïdienne. Et il y a les classiques risques récurrentiels, mais qui aujourd'hui, avec l'expertise du chirurgien et avec le neuromonitoring, sont relativement rares, je dirais même, voire exceptionnels dans des mains entraînées. Et donc la surveillance à mettre en place, c'est une surveillance qui va s'attacher à dépister ces complications. Et donc, il y a généralement une surveillance en salle de réveil pour vérifier l'absence d'hématome. Et on a l'habitude de donner un contact à ces patients si, une fois chez eux, ils observent des rougeurs, de l'inflammation ou des symptômes qui pourraient être finalement en rapport avec une hypocalcémie, en particulier sur un Gribon syndrome, si celle-ci n'avait pas été démasquée avant. Aujourd'hui, on diagnostique de plus en plus fréquemment des hyperparathyroïdies primitives normocalcémiques, parfois même sans traduction morphologique. Quelle est votre attitude face à ces situations? Alors, l'hyperparathyroïdie normocalcémique est une situation de plus en plus fréquente et que rencontre en particulier le rhumatologue, puisque ces malades rentrent dans la maladie par un événement fracturaire ou sur une densitométrie abaissée. On fait dans un second temps le diagnostic d'hyperparathyroïdie normocalcémique qui nécessite parfois des tests de charge calcique par voie orale et par voie IV, donc d'adresser ces patients à des centres experts. Et face à ces patients, on a, en tout cas de mon point de vue, une attitude relativement agressive. C'est-à-dire que même normocalcémique, y compris sur le calcium ionisé, s'il y a une indication chirurgicale, ces patients méritent d'avoir une imagerie complète, échographie, scintigraphie, et si elles sont négatives, complétées par un PET à la choline. Il y a encore cependant un certain nombre de ces patients qui, malgré un diagnostic formel, une indication formelle sur un retentissement osseux, ont une triple imagerie négative. Et là, deux solutions, soit une simple surveillance, soit une cervicotomie exploratrice qui, on l'a publié dans JCEM il y a maintenant quelques années. On voit que malgré une triple imagerie négative, dans une équipe entraînée, on retrouve dans 70% des cas une cible qui permet une guérison ou une amélioration de cette hyperparathyroïdie primitive. Et donc, nous, aujourd'hui, compte tenu d'une espérance de vie relativement longue de ces patients candidats à la chirurgie et d'une espérance de vie qui sera altérée potentiellement par des événements osseux, on a tendance à être relativement agressif, en tout cas relativement large, dans les indications chirurgicales chez ces patients. Enfin, en tant que chirurgien, quel message souhaitez-vous transmettre aux rhumatologues pour améliorer le parcours de soins de ces patients? Alors, ce n'est pas mon rôle, ni ma place de donner des conseils aux rhumatologues, hein, mais je pense que c'est une maladie qui bénéficie d'une collaboration entre le chirurgien et le rhumatologue. Je pense que le rhumatologue a une place prépondérante dans l'affirmation du diagnostic, dans l'affirmation ou le fait de poser avec le chirurgien une indication chirurgicale, et qu'il ne faut pas, en tout cas, hésiter à adresser ces patients, ne serait-ce que pour avis, au chirurgien, et ne surtout pas sous-traiter les formes normocalcémiques, qui sont finalement des formes pour lesquelles on est un peu désemparé, et pour lesquelles le patient, en premier lieu, voit des examens de sang normaux et dit: «Mais je ne comprends pas, ma prise de sang est normale, vous me dites qu'elle ne l'est pas et vous m'adressez au chirurgien». Je pense qu'il faut avoir, vis-à-vis de ces malades, une attitude d'explication qui doit être importante, et ne pas hésiter en tout cas à solliciter un avis chirurgical chez ces patients très particuliers. Merci beaucoup, professeur Gojou, pour vos éclairages très concrets sur l'hyperparathyroïdie primitive. Écoutez, merci beaucoup, et écoutez, probablement à très bientôt. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la Minute Rhumato sur vos plateformes d'écoute préférées. À très bientôt pour un nouvel épisode.